Deux caractéristiques marquent cette loi de finances. Simplification, augmentation des avantages, donc puisqu'on simplifie la fiscalité des avantages fiscaux, et également lutte contre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. La simplification est marquée par des mesures telles que le crédit d'impôt accordé aux entreprises qui sont rachetées par leurs salariés, où il y avait des seuils avant du nombre de personnes et ces seuils disparaissent. C'est un avantage qui permettra au moins que les salariés puissent créer une nouvelle société dans laquelle ils auront des droits de vote et qui pourront bénéficier d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur les sociétés payé par l'entreprise qu'ils reprennent. Donc c'est une subvention que l'État leur accorde, sans condition d'être un nombre de 30% autrefois de capital dans la société. La seule exception, c'est en fait que ces salariés étaient salariés dans l'entreprise reprise au moins depuis 2 ans. Simplification aussi, notamment pour l'exit tax. On sait que c'était une mesure phare, disons, depuis une dizaine d'années. On imitait donc ce qui se passait aux États-Unis, mais on avait durci le mécanisme puisque quelqu'un qui quittait la France devait effectivement soit payer l'impôt, soit donner des garanties, et il n'était, disons, autorisé donc à ne plus payer l'impôt qu'au bout de 15 ans. Autrement dit, il fallait qu'il attende 15 ans depuis son départ en France pour échapper à la plus-value sur la cession des titres de la société qu'il avait donc emporté à l'étranger. Ce délai de 15 ans a disparu, et il est ramené à 2 ans. Et la deuxième simplification, c'est que les garanties qui étaient exigées par l'État étaient que c'était un sursis de paiement qui n'était accordé que si les personnes partaient dans un pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a étendu ce droit au sursis de paiement automatique, sans condition, si le pays de destination est un pays qui a signé une convention fiscale avec la France qui prévoit une lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale et l'échange de renseignements. Donc c'est un progrès très net, une simplification. Et puis 2 ans, c'est pas très long, donc si vous attendez 2 ans, vous échapperez en France à l'imposition sur la plus-value. Sachant que l'imposition sur la plus-value est assez raisonnable depuis le nouveau régime qui est un taux de 30% maximum avec beaucoup d'exceptions. La simplification vient aussi du fait que dans le mécanisme du Treuil, qui est un mécanisme qui est né il y a une quinzaine d'années, pour permettre et faciliter la transmission d'entreprise, je rappelle 75% d'exonération des droits de donation ou de succession. Et puis, en plus, ça peut se cumuler avec un abattement de 50% qui s'ajoute à l'avantage fiscal, ce qui fait que vous payez sur une base de 25%, mais divisé par 2, donc 12,5% des droits. Cette souplesse qui a été apportée vise essentiellement à autoriser, lorsqu'il y a des holdings qui bénéficient de l'apport des titres par les héritiers qui viennent d'hériter ou qui viennent de recevoir en donation des parts ou des actions de société. La constitution des holdings ne nécessite plus d'avoir uniquement comme associés les personnes qui ont bénéficié de l'avantage fiscal. Ils peuvent y intégrer des tiers indépendants, donc à hauteur de 25%. Et l'actif de la holding, de même, n'est pas, figé à ne constituer à 100% comme aujourd'hui, être constitué de la société qui est apportée, donc qui est reprise, qui fait l'objet des avantages fiscaux. Il suffit que cette société qui a été, donc les titres ont été apportés à une holding, représente 50% de l'actif de cette société. Voilà, donc des régimes de simplification. Nous avons par ailleurs la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Et il y a un grand article qui est visé, c'est en fait l'abus de droit. On a un article 64 du Code de livres et procédures fiscales qui, effectivement, jusqu'à présent, ne condamne une restructuration ou un schéma juridique qui a un avantage fiscal que si l'avantage fiscal est exclusivement l'objectif recherché.
Le mot qui va effectivement changer, d'après les nouveaux dispositifs, c'est que cet avantage fiscal pourra être seulement principal pour entraîner, disons, une remise en cause de cet avantage et donc l'application de l'abus de droit. Alors c'est disons, un effort que l'État, le gouvernement a essayé de faire il y a 4 ans. Le Conseil constitutionnel s'était opposé à cette notion de exclusivement passer en principal, en disant que exclusivement c'était assez simple. Il n'y a que, disons, l'avantage fiscal qui a compté. Et donc, à ce moment-là, c'était effectivement assez restreint. On avait toujours dans une opération quelques éléments, soit en intégrant la famille dans certains schémas, pour motiver qu'il n'y avait pas uniquement l'avantage fiscal. Le Conseil constitutionnel avait considéré que c'était assez subjectif et, disons, difficile à établir. Bon, le texte aujourd'hui rétablit ce dispositif lorsque le schéma qui est utilisé ne correspond pas à l'intention du législateur. C'est vrai que dans le passé, nous avons eu pour quelques mesures des textes qui étaient faits pour le développement de l'épargne collective, de l'épargne populaire, et qui en fait ont été utilisés par, disons, des contribuables qui ne faisaient pas partie, je dirais, des contribuables boursicoteurs populaires. Donc c'était plutôt des grands fonds d'investissement, etc. Et donc il y a eu un caractère disons, abusif, tel que le jugeait l'administration. Donc ce texte va être voté, mais on verra s'il fera l'objet, disons, d'une sanction par le Conseil constitutionnel. C'est un grand débat aujourd'hui. L'évasion fiscale, c'est pas seulement ça. L'évasion fiscale, c'est aussi la lutte contre toute cette économie numérique qui, je dirais, ne paye pas l'impôt. Dans les pays où les consommateurs bénéficient de cette activité numérique. On pense aux GAFA et à toutes ces entreprises qui, basées hors de France, je dirais, prospèrent sur la France et sur l'Europe. L'Europe a du mal à se mettre d'accord pour essayer de taxer, comme la France l'a proposé, à savoir un pourcentage sur le chiffre d'affaires fait par ces entreprises. Parce que, disons que les États, d'abord il faut être 27 pour être d'accord au niveau européen, et puis nous avons le sentiment que, c'est ce que j'ai compris dans les commentaires que j'ai pu avoir, des personnes qui sont en charge de ce projet, que l'Allemagne, je dirais, n'est pas, disons, très favorable à bouger un peu les lignes, dans ce sens, par peur un peu des représailles américaine, en se disant qu'effectivement, M. Trump a dit clairement qu'il n'était pas très heureux que nous puissions imposer une taxe à ces entreprises de la Silicon Valley. Et donc, par conséquent, comme on sait qu'il a des réactions un peu intempestives, l'Allemagne craint effectivement pour ses exportations qui sont très très importantes aux États-Unis d'en être, disons, victime. C'est dommage, mais je pense que l'OCDE a aussi la vocation de réfléchir sur l'application des traités et des conventions internationales. Aujourd'hui, nous n'avons pas de traité qui soit adapté à la taxation de cette économie numérique. On pense dans les traités à présence physique de personnes étrangères pour être taxées en France. Et en fait, ces entreprises, disons, numériques, n'ont pas une présence en France commerciale, ils ont une présence logistique simplement. Donc effectivement, ils échappent par-delà, en toute légalité d'ailleurs, à l'impôt. Voilà, donc ce sont ces deux sujets qui parcourent la loi de finances, à savoir la simplification, l'ouverture et puis la volonté de lutter contre l'optimisation fiscale.